Bonjour, bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans ce 55e épisode de Kiss My Ace, spécial US Open. On arrive certes un peu après la guerre, mais c'est quand même important pour nous de parler du dernier Grand Chelem de l'année. Donc on va revenir sur la quinzaine à New York qui s'est faite fin août et début septembre et qui a sacré Sabalenka qui a conservé son titre chez les dames et Alcaraz qui a repris le titre qu'il a gagné ici en 2022 contre Sinner en 4-7 où Alcaraz a dominé le numéro un mondial pour prendre sa place, mais ça on y reviendra dans quelques minutes. Pour débriefer cette US Open, bien sûr, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'Alice aujourd'hui. Comment ça va, Alice? Écoute, ça va bien. J'ai bien profité de ce dernier Grand Chelem de l'année. Il y a un peu de nostalgie là, à se dire que c'est fini pour la saison. Mais bon, il reste encore pas mal de tournois et puis les Masters. Donc bon, ça va, on va s'en remettre. Mais ouais, un petit peu de nostalgie quand même à se dire, bon bah ça y est, les Grands Chelems c'est fini. Ouais, à cette période de l'année, on a toujours ce petit blues et ce petit trou où on se dit tous les grands chelems sont terminés. Là, on va partir vite en Asie une fois que la semaine de Coupe Davis sera finie, avec bah, du coup tous les tournois préparatifs pour le Master 1000 de Shanghai chez les hommes et après chez les filles, c'est Pékin, enfin Benjin et Yuan, qui sont deux WTA 1000 là-bas. Et puis sinon, chez les hommes, il y a aussi les 500 de Pékin et Tokyo qui sont toujours très intéressants à suivre avec beaucoup d'adversité. Là, cette année, il me semble que Alcaraz ne va pas défendre son titre à Pékin, mais va à Tokyo pour la première fois. Et sinon, par contre, lui reste à Pékin. Et puis, bien sûr, après, le dernier Master 1000 à Paris. Alors maintenant, c'est à la Défense Nanterre, c'est plus à Bercy, mais ça reste en France. Et bien sûr, les deux Masters de fin d'année chez les hommes et chez les femmes. Mais bon, ça sera pour les prochains mois et la fin de saison 2025. On va revenir sur le dernier Grand Chelem de l'année à l'US Open, en commençant par parler du tableau féminin, le tableau dames, qui a vu Sabalenka défendre son titre, la première à le faire depuis 10 ans, est Serena Williams en 2000, enfin, qui avait conservé 2012, 2013, 2014. Donc quand même un fait rare. Sabalenka rentre encore un peu plus dans l'histoire. Elle a battu Amanda Anisimova en finale, 6-3, 7-6 où on l'a quand même senti globalement en contrôle sur le match. Il y a juste eu dans le deuxième set ce petit frisson où Anisimova débreak pour faire 5-5 et emmène la rencontre dans le tie-break. Mais Sabalenka, cette saison dans les tie-break, c'est injouable. Hein. C'est un tie-break, deux perdus. On est sur 21 de gagnés, un de perdu. C'est vraiment énormissime. Alice, je te lance. Qu'as-tu pensé de cette finale, de la victoire de Sabalenka et un peu de la physionomie du match? Je pense qu'il y a un côté de soulagement un petit peu pour Sabalenka. C'est vrai qu'elle a fait une saison qui sur le papier, voilà, les résultats en Grand Chelem sont bons, mais en même temps, on savait qu'elle avait envie de plus en tant que numéro un mondial. Donc, elle arrive à attraper son Grand Chelem là sur le dernier Grand Chelem de la saison. C'est comme un ouf pour elle, ouf de soulagement. Et voilà, elle a montré qu'elle était vraiment très solide, comme tu dis, sur le tie-break. Je trouve ça assez impressionnant cette stat, de se dire qu'elle est capable voilà, d'aller chercher dans les grands moments la dernière occasion de de remporter ce tournoi. Elle le fait. Et après, je pense que ça c'est pour Sabalenka, effectivement pour Anisimova, même si voilà sur le papier encore une fois on pourrait se dire ah deux grosses déceptions en Grand Chelem. Bon, la première à Wimbledon où elle est passée complètement au travers, et puis ici chez elle. Voilà, elle a eu cette phrase un peu terrible, je me suis pas assez battue pour mes rêves, mais en même temps, ça c'est sûrement à chaud, mais avec le recul, et je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler brièvement, avec le recul, ça reste quand même un retour sur le terrain qui est, euh, qui est impressionnant. Deux finales en Grand Chelem, c'est un super résultat pour elle. Donc voilà. Je trouve que sur cette finale, globalement, elle a peut-être pas, je sais pas si elle a tenu, enfin, le match en soi a forcément tenu ses promesses, mais pour Sabalenka, ça reste une belle fin et c'est chouette.
Ouais, bah, ça a été vraiment cruel si Sabalenka terminait 2025 sans grand chelem, hein, avec l'effet final à l'Open d'Australie et à Roland, demi à Wimbledon. Et de toute façon, Sabalenka en grand chelem depuis 2022, enfin depuis l'US Open 2022, c'est terriblement solide et régulier, hein, sur les 12 derniers grands chelems qu'elle a joué, elle a 4 victoires, donc un tiers. Elle a 3 finales et 4 et 4 demi-finales, un quart à Roland l'année dernière. Mais enfin, tu sais que, C'est presque, ouais, que Sabalenka en Grand Chelem, c'est demi-finale au minimum. C'est plancher. C'est tout juste c'est ça. phénoménal. Et surtout sur toutes les surfaces, hein. Elle est polyvalente à la mort. Dur lent, dur rapide, terre battue, gazon, elle s'adapte partout comme il le faut. Franchement, c'est très très fort et c'est mérité elle prenne quand même son Grand Chelem. Ça aurait été très paradoxal que la numéro 1 mondiale, qui est numéro 1, on va dire, depuis maintenant quasiment bientôt un an, qui domine un peu sur le circuit, fasse que des finales et des demi, mais ne prenne pas son grand chelem. Alors maintenant, il va falloir gagner autre part que sur dur, mais elle fait déjà des grands parcours. Et pour revenir sur le match, je trouve que Sabalenka a dominé quand même clairement son adversaire, mais notamment que Anisimova a fait beaucoup trop de fautes. Enfin, jusqu'à 6-3, 5-4. Franchement, c'est plus l'américaine, je trouve, qui donne, Mhm. en voulant trop en mettre, en voulant trop jouer dans la filière de Sabalenka en cadence du fond. C'est un mode de jeu qui gêne pas Sabalenka. Pour gêner Sabalenka, faut au contraire avoir un jeu beaucoup plus, on va dire, lent ou atypique, ou la faire venir plus au filet, ou la faire descendre un peu côté revers. C'est pas du tout ce qu'a fait une Anisimova sur cette finale, même si bon, elle revient bien dans le deuxième set et en soi, elle est pas si loin de dominer la finale dans un troisième set. Et là, qui sait ce qui aurait pu se passer, parce que Sabalenka montrait déjà quelques signes de nervosité à ce moment-là, avec cette peur de rater De encore une conclure le troisième match, finale. ouais. Enfin, je pense que Anisimova aurait pu un peu mieux faire tactiquement, mais bon, c'est quand même, comme tu l'as dit, un très beau parcours où elle prend sa revanche sur Swiatek après l'humiliation à Wimbledon. En quart, elle bat une Naomi Osaka en demi-finale. Dans un gros match en 3-7 et pour perdre ensuite contre Sabalenka. Mais oui, enfin, si en janvier on nous avait dit que Anisimova allait faire 2 finales en Grand Chelem cette saison, il n'y a pas grand monde qui l'aurait cru. Et donc, du coup, grâce à sa finale, Anisimova monte numéro 4 mondial. Sûrement son meilleur classement. Je suis pas allé vérifier, mais oui, c'est ça, c'est son meilleur classement actuellement. Donc, elle est montée dans le top 5 mondial, même si là, pour le coup, il y a un petit écart avec Gauff qui est numéro 3. Et donc, Oui, voilà. Coco qui a son grand chelem aussi, donc et c'est ça aussi que je trouve donc forcément oui il y a cet écart qui se creuse, mais c'est ça aussi que je trouve assez intéressant quand on regarde la saison jusqu'à maintenant. Le fait qu'il y ait alors oui il y aura toujours des détracteurs pour dire qu'il y a de l'instabilité dans le tennis féminin, mais en même temps c'est quand on regarde les parcours des vainqueurs de Grand Chelem cette année, on a 4 têtes différentes, ça aussi c'est rafraîchissant et c'était pas arrivé depuis un certain temps. Et en même temps, quand tu disais tout à l'heure, ça aurait été cruel si Sabalenka gagnait pas son Grand Chelem, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a aussi le côté, en fait, c'est peut-être ça qui m'a pas gêné sur les matchs de l'US Open du côté du tableau féminin, mais à chaque fois, j'avais l'impression que ça serait un peu cruel, enfin, que ça allait être cruel pour la perdante, mais plus que d'habitude. Sur le match dont tu parlais, là, la demi Anisimova Osaka, c'est cruel parce que bon, ça aurait, quelle que soit la perdante, déjà c'était un match vraiment, enfin, assez disputé, et puis après, bon voilà, on se dit ah, ça pourrait être le retour de Naomi Osaka au plus haut niveau en finale, ça aussi, ça serait beau. Mais en même temps, ça serait terriblement cruel pour Anisimova si elle perdait chez elle en demi. Voilà, on sait qu'elle a une revanche à prendre. Et en finale, finalement, ce scénario se répète. Quelle que soit la finaliste, ça allait être cruel de toute façon. C'est un petit peu, c'est la loi du sport, mais
Après, pour revenir sur la stratégie qu'elle a mis en place, Anisimova, il y avait des moments, j'avais l'impression qu'elle faisait du Sabalenka pour battre Sabalenka, mais en moins bien. Et du coup, c'était un peu le piège dans lequel il fallait pas tomber. Et malheureusement, elle a fait, comme tu dis, beaucoup trop de fautes en essayant de forcer, alors que en puissance, battre Sabalenka sur la puissance, c'est compliqué quand même. C'est vraiment très très compliqué. Oui, parce que tu disais sur les fautes qu'elle a commises. Euh, Anisimova, je pense qu'il y a de la nervosité, effectivement. Bon, voilà, je sais pas si ça aura chassé tous ces démons sur l'aspect mental de se retrouver en finale et de pas être complètement prête mentalement, mais en même temps, ça se comprend. Enfin, quand on voit son parcours, c'est tout à fait compréhensible que voilà, ça met du temps et ça s'explique complètement, très rationnellement. Et en même temps, oui, elle a forcé sur beaucoup de points, mais je sais pas trop avec son type de jeu, je sais pas trop quelle autre stratégie elle aurait pu tenter. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, après, c'est sûr que en ce qu'il faudrait faire et en ce qu'elle pouvait faire, il y a un écart. C'est sûr, mais juste que tout simplement, Sabalenka est peut-être la personne qui a les coups en fond de cours les plus puissants et plus rapides du circuit. C'est pas pour rien qu'elle est numéro une mondiale. Donc c'est juste euh, que pour la battre sur son terrain, c'est très très dur. Et c'est bien d'avoir tenté en début de match, mais je pense qu'elle a quand même pu s'adapter et varier un peu pour essayer de faire déjouer Sabalenka qui aurait pu cogiter à certains moments chauds, comme elle a pu le faire quand elle s'a pour le match à 5-4 dans le deuxième set. Et ce que tu disais aussi sur Anisimova, sur comment elle abordait sa finale, après celle à Wimbledon sèchement perdue, on l'a vu sur les premiers jeux, elle a des balles de break d'entrée, elle les fait pas en voulant trop en mettre, encore une fois. Et donc, elle s'est breakée d'entrée à 2-0. Donc là, on se dit que ça repart pour un tour très violent. Et au final, après, elle réussit à se mettre dedans et à gagner ses premiers jeux. Mais ça aurait pu être pire encore pour Anisimova. Euh, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette finale ou on passe à la suite? Oui, je pense on peut passer à la suite, mais j'ai, comme d'habitude, à la fin des grands chefs, j'ai toujours une question, j'arrive pas des fois à rester dans les moments présents, et je me dis, bon, Anisimova qui fait deux finales comme ça en Grand Chelem, est-ce qu'elle va pas aborder l'Open d'Australie avec une pression de fou? Et c'est vrai que, alors que à l'inverse, tu parlais de Sabalenka qui peut cogiter pas mal et elle a beaucoup cogité ses finales précédentes et souvent à son détriment. Là, au contraire, je me demande si ça va pas, au contraire, la stabiliser mentalement encore plus et qu'est-ce que ça va être compliqué d'aller la chercher, surtout en Australie où elle est quand même hyper confortable. Euh, je me demande comment les autres vont faire derrière pour essayer d'aller la titiller sur un de ses grands chelems préférés. Oui, après, ça, c'est les exigences du très haut niveau. Et après, ça va être à elle de faire valoir son nouveau statut de top 5 mondial. Mais après, avant l'Open d'Australie, il reste quand même quelques mois de compétition. Il peut encore se passer des choses d'ici là. Comme on a fini sur cette finale dames, on passe côté masculin où Carlos Alcaraz a battu Yannick Sinner en prenant sa revanche en prenant plutôt la belle. Après la finale de Roland-Garros et la finale de Wimbledon, Alcaraz sort victorieux à l'US Open en 4-7, 1-6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Où, bon, à part dans le deuxième set, on a senti un Alcaraz vraiment largement au-dessus, un peu en God mode, hein. Il pouvait rien lui arriver. Le premier set, je pense que je vais mettre longtemps à m'en remettre tellement il a marché sur Sinner.
Franchement, il y avait très peu de chances pour que Sinner réussisse à battre un Alcaraz à son meilleur, que ce soit en déplacement, en puissance de frappe ou en créativité dans le petit jeu, même si le Alcaraz qu'on a vu sur cette fin du US Open était pas le plus précis sur ses amortis, mais on sait quand même qu'il a une sacrée main. Donc ça l'a largement fait pour lui. Alice, je te relance une nouvelle fois sur cette finale. Est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as aimé là-dedans? C'est encore une fois sur la physionomie de cette finale et est-ce que ça t'inspire pour la suite de cette rivalité? Ouais, ça m'inspire pas mal de confiance hein, pour la suite de cette rivalité. On le dit, on le redit, mais on se demandait ce que le tennis allait nous réserver après le Big Three. Là, bon, on est rassuré, on sait que ça va être des matchs vraiment incroyables. Il y a juste l'ovni de Cincinnati où on se dit, bon, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas eu ce, ce gros match-up qu'on attendait. Mais après, voilà, même si, alors j'ai entendu des critiques sur cette finale en disant, oui, on s'attendait à ce que ça aurait pu être plus, plus disputé sur certains sets et peut-être que j'en faisais aussi partie. Je me disais, ah, j'aimerais bien que ça aille un tout petit peu plus loin. Mais en même temps, quand on voit le niveau de base de cette finale et qu'on sait le gouffre qu'il y a entre ces deux-là et le reste du monde, voilà, ça peut pas être une finale décevante. Et puis je la vois un petit peu quand même. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres numéros, mais c'est vrai que par moment, de la même manière que, alors je la mets un petit peu en parallèle avec la finale de Wimbledon, et je vais m'expliquer. De la même manière que j'avais pu me demander, tu vois, si à Wimbledon, si Alcaraz n'était pas arrivé un peu essoufflé après Roland, après voilà la saison sur terre battue, et finalement on avait vu Sinner prendre l'ascendant, même si c'était Alcaraz qui avait frappé le premier, parce que sur la finale de Wimbledon, c'est 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, c'est avec une victoire de Sinner. Là, cette fois-ci, euh, et donc du coup sur cette finale, je m'étais dit bon, on sentait quand même Alcaraz un peu ouais, essoufflé, et là du coup à l'US Open, j'avais l'impression que c'était l'inverse qui se produisait, enfin pas l'exact inverse, mais un Sinner qui certes avait pu être impressionnant sur sur certains autres matchs, mais qui arrivait quand même un peu un peu émoussé, un peu fatigué, ce qui expliquait aussi pourquoi Alcaraz arrivait à lui marcher dessus. Je n'irais peut-être pas jusqu'à lui marcher dessus, mais en tout cas arriver à être un cran largement au-dessus à plusieurs occasions. Et aussi, ce qui m'a frappé quand même dans cette finale, c'est que j'ai l'impression qu'Alcaraz était pleinement en contrôle de sa stratégie. Il a frappé le premier et il a réussi, je pense, peut-être à mettre un petit peu plus en place ce qu'il voulait par rapport à d'autres matchs qu'il a pu perdre contre Sinner. Euh, il a, il y a vraiment le côté, je frappe le premier avec le premier set, je suis un petit peu moins présent sur l'autre, mais c'était vraiment le coup de... J'avais l'impression qu'il y avait une stratégie qui était beaucoup plus établie qu'auparavant. Et ça, c'est prometteur pour la suite, parce que Sinner aussi reste un grand stratège. Mhm. Oui, bah, Sinner l'a avoué en conférence de presse juste après que il a pensé de son match qu'il a été trop prévisible, que il va falloir qu'il change ça en tout cas pour ses futurs matchs contre Alcaraz, que qu'il va falloir qu'il soit plus créatif, moins stéréotypé, pardon, comme un Alcaraz peut l'être, et que son niveau de jeu à Sinner peut l'aider à battre n'importe qui sur le circuit pour le moment, sauf Alcaraz. Parce que bon, certes, Sinner gagne à Wimbledon, mais si on prend le head-to-head contre Sinner, c'est un peu contre Sinner, contre Alcaraz, pardon, c'est un peu, pardon, voilà, c'est vrai, j'avais un truc coincé. Donc je reprends. Si on prend le head-to-head contre Sinner, c'est 10-5 pour Alcaraz, mais surtout, c'est que Alcaraz a pris les donc 2, 4, a pris les 7 des 8 derniers matchs. Mhm. Là, c'est une domination terrible.
Depuis l'année dernière, en 2024, Sinner a pris que un match à Wimbledon, du coup. Bon, ça va, c'était dans un moment très important. Mais bon, les victoires de Sinner contre Alcaraz commencent à se faire vieilles pour la plupart. Donc, même si on est sur la rivalité qui dicte le circuit masculin actuellement, Sinner va quand même devoir trouver des solutions, peut-être, comme il le dit, devenir plus créatif, moins prévisible. Parce que sinon, certes, on aura des beaux matchs, mais souvent le même vainqueur à la fin. Sinon, je vais quand même Ouais, je donner. pense que. Ouais, 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 et vas-y. puis je pensais aussi sur. Oui, c'est que sur. Effectivement, sur dur, il va falloir qu'il soit, comme il dit, beaucoup plus créatif parce que, bon. Même si, franchement, quand je repense voilà, bon, sur le gazon et sur terre battue, j'ai été quand même assez agréablement surprise par le niveau de Sinner. Mais oui, c'est dans cette rivalité-là. Alors, je pensais pas que le head-to-head était aussi violent, mais c'est vrai que finalement, quand on regarde sur le papier, la logique est respectée. Et puis avec cette victoire-là, Alcaraz reprend le trône du numéro un. Et en même temps, ça me paraît quand même une fin logique au vu de la saison et au vu du coup de la domination que tu viens d'établir là. Ouais, bien sûr. Et puis là, on se rend compte que quand même les deux dominent, c'est que depuis l'année dernière, ils ont vraiment pris les 8 grands chelems, en plus avec une parité parfaite, hein, 4 chacun. Donc vraiment, c'est les 2 maîtres du circuit. Et même si on attend un troisième larron, un peu à l'instar d'un Djokovic qui est venu intercepter la rivalité entre Federer et Nadal, je pense qu'on va mettre plusieurs années à la voir, parce que bien sûr, on a des spéculations sur Fonseca, sur un Menchik, sur un Shelton, pourquoi pas sur un Rune s'il se calme, s'il se stabilise. Mais tout ça, c'est encore très hypothétique. Enfin, là, on parle sur du potentiel. On n'a encore aucune sécurité sur une potentielle nouvelle tête qui pourrait venir un peu déjouer les plans de Sinner et Alcaraz. Parce que là, si ça continue comme ça, on va se retrouver avec la même finale sur les 20 prochains Grands Chelems, hein. Parce que là, je vois pas qui peut battre l'un des deux en Grand Chelem, sauf blessure ouais, ou diminution physique. Je vois pas qui peut les battre. En fait, il y a ce côté-là qui doit être, bon, bien sûr, hein, comme tu l'as rappelé, vu que la saison n'est pas finie, donc ça nous rappelle qu'il y a d'autres tournois, il n'y a pas que les grands chelems, c'est vrai. Mais en même temps, on a l'impression que pour qu'il y ait une autre tête qui émerge sur les grands chelems, et on sait que c'est possible, parce que voilà, à l'époque du Big Three, il y a quand même deux, trois joueurs qui sont venus s'intercepter, prendre leur chance. Mais là, comme le circuit est, on se dit qu'il faudrait qu'il y en ait un qui se blesse et un coup de génie. C'est pas improbable, vu comme le circuit est surchargé et que la blessure pend au nez de beaucoup de joueurs, inclus ces deux-là, ou un forfait, voilà. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait une espèce de concordance des étoiles pour qu'un autre joueur, autre que ces deux-là, puisse soulever un trophée parce que voilà, sur un grand chelem, bah, forcément, les deux vont être alignés. Et donc, du coup, il faut, bah, comme d'habitude, battre ces deux extraterrestres. Et c'est des extraterrestres par rapport au reste du circuit. Donc, ça va être compliqué. Mais en même temps, je sais pas pour toi, mais je me lasse pas trop de la confrontation. Ah Je suis bah pas non, encore non, saoulé, hein. là Ça je va. pense qu'on peut en prendre Franchement, pendant longtemps sans se lasser. Alors, bah, après, bien sûr, il faudra pas toujours ramener leurs affrontements à la finale qu'on a eu à Roland-Garros, qui je pense sera peut-être impossible. le C'est meilleur impossible. match de leur vie, enfin, ou le meilleur affrontement entre les deux de leur carrière. Mais donc, il ne faudra pas se comparer à ça, parce que sinon tout va paraître très gris, enfin très maussade et très plat. Mais, euh, mais je pense qu'on peut avoir d'autres beaux affrontements sur n'importe quelle surface durant les prochaines années, bien sûr.
Et sur ce que tu disais aussi sur l'alignement des planètes, je pense que l'exemple le plus criant, c'est vraiment la saison de Novak Djokovic, hein, Tout à fait, qui ouais. fait les quatre demi-finales dans les quatre grands chelems. Donc même à 38 ans, il reste quand même le troisième meilleur joueur, bah, même s'il n'est pas troisième mondial, mais on sait tous que c'est le vrai troisième mondial. C'est juste qu'il joue pas tous les Master 1000, il fait 7-8 tournois dans la saison. Donc il joue pas assez pour être mieux classé, mais bon, il reste quand même dans le top 10 mondial. Mais bon, on sait tous que le vrai troisième, enfin le vrai troisième joueur mondial, ça reste Djoko. Et sur chaque demi-finale, il bute. Bon, en Australie, il bute parce que son physique lâche contre Zverev. Et encore, il fait un set où ça va jusqu'au tie-break et même diminué, il tient Zverev. Mais sinon, les trois autres, ils perdent pas sur Sinner ou Alcaraz en jouant des énormes matchs. Enfin, avec ce niveau-là, il peut battre n'importe quel autre joueur, mais contre les deux fous, ça ne passe pas. Et même lui l'a dit. Il pense qu'il pourra plus les battre sur un format 5-7. Peut-être que sur un format plus classique en 2-7 gagnant, il a peut-être encore une chance parce que on va dire il a du carburant pour 2 heures grand maximum. Contre ces deux-là après, Sinner et Alcaraz plus jeunes, plus rapides, plus puissants, il le surclasse. Et en fait, Djoko, il a un peu, entre guillemets, ce que j'appelle la place du con, c'est qu'il est, on va dire, c'est l'officieux troisième mondial, mais il est trop faible pour finir avec Alcaraz, mais il est trop fort pour les autres. Du coup, il reste dans un espèce d'entre-deux où, où il doit savoir que son 25e Grand Chelem, il peut faire une croix dessus, sauf s'il y a un alignement de désastre et que Sinner se blesse, que Alcaraz, avec son irrégularité qu'on lui connaît parfois, euh, perd plus tôt. Donc là, il pourrait se frayer un chemin. Mais sinon, il sait qu'il peut faire une croix dessus. Et est-ce qu'il va rester encore longtemps sur le circuit si, enfin, lui qui a tout gagné et plusieurs fois, lui qui il sait qu'il peut plus performer en Grand Chelem jusqu'à soulever un nouveau trophée, est-ce qu'il va réussir à rester présent et motivé? Je suis pas sûr. Donc là, il faut se préparer plus que jamais, je pense, à une future retraite de Djokovic. Pourquoi pas l'année prochaine? Oui, il a plus ou moins laissé entendre aussi hein, Mm. cette idée de retraite à un moment en conférence de presse déjà à New York, parce que l'anniversaire de sa fille, je crois, tombe pendant New York. Il était bon, bah, j'en ai marre de manquer ces rendez-vous. Voilà, donc c'était un petit peu, on prépare, on prépare. Après, la question que je me pose, même si pour moi, évidemment, il est largement au-dessus du reste du circuit, mais dans un scénario, là, on fait un peu de tennis-fiction, comme on aime dire, mais dans un scénario où euh, les deux, donc Alcaraz et Sinner sont soit éliminés, soit blessés. Mais là, c'est tellement, en plus, enfin, bien sûr, il y a Djokovic, mais il y a tous les autres qui se disent aussi, mais là, c'est ma fenêtre qui s'ouvrira, mais plus jamais. Donc même si Djoko est au-dessus, je pense quand même que, voilà, il y a des seconds couteaux qui sont capables aussi d'aller en 5-7, l'empêcher d'aller chercher son Graal. Donc ça reste, voilà, cette quête-là, elle reste très 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 compliquée. Il en a conscience. Bon, s'il y a bien une personne qui peut le faire, c'est lui. On fait plaisir à nos deux autres podcasteurs qui sont pas là et qui quand même, on leur fait un petit clin d'œil. Si, si, c'est possible. Bien sûr, un jour, Djokovic gagnera son 25e. On y croit avec vous ou pas. Mais bon, voilà, ça reste compliqué pour lui. Mais bon, en même temps, voilà, est-ce qu'il va pas aller chercher un énième Masters à Turin, voilà, comme ça, sur un format un petit peu plus simple, et ça sera encore un autre record qu'on lui enlèvera pas. Ouais, après, personnellement, je pense que si il y a un grand chelem qui se joue, ou alors en deuxième semaine où il n'y a pas Sinner ni Alcaraz, je pense et que Djokovic est encore là, je pense que pour le coup, personne ne pourra l'empêcher parce qu'on sait que quand Djoko a un objectif précis et qui bloque sur ça, on l'a vu au dernier JO, Ouais, ouais, encore une ouais. fois, il le fait. Et même sur les seconds couteaux, Zverev et Fritz, je pense qu'il y a un gros complexe d'infériorité sur Djokovic. Des gars comme Shelton, Rune, ça fait trop de fautes.
Draper, malheureusement, même si c'est un joueur que j'adore, il est encore trop fragile. Rude, Medvedev, Tsitsipas, là, ça tombe dans les abîmes du circuit. Pardon, je me permets de rigoler, mais Donc, malheureusement, parce que Rude, Tsitsipas et Medvedev, on n'a rien contre eux. Et en plus, c'est des joueurs qu'on a aimés, qu'on, et qu'on supporte, et qui ont, à leur moment précis, ont amené de la fraîcheur sur le circuit. Mais à un moment, faut avouer que là, à l'instant T, ils sont vraiment dans une phase d'énorme doute. Tsitsipas et Medvedev, on en a déjà parlé plein de fois, c'est catastrophique hein, ce qu'ils font comme saison. Il y a aucune accroche. Pour Tsitsipas, on y a un peu cru en février quand à Doha ou à Dubaï, je sais plus, il change de raquette et il va gagner un 500 et on dit mais waouh ça y est, c'est le est-ce que retour, là, City c'est bon. Pass revient, et puis après, pour une raison sûrement de contrat, il est repassé avec sa Wilson et tout est revenu comme avant dans les tréfonds. Et là, il me semble que City Pass, il y a un monde où il sort du top 30. Oui, oui, ah, Là, complètement. Ah il est non, c'était. 27e mondial et le top 30 est peut-être en train de lui taper. Ouais. Donc là, c'est compliqué. Mais juste pour revenir sur Djokovic, du coup, je pense que si les deux fous ne sont pas là, je pense que c'est la meilleure option pour lui pour aller chercher un 25e. Mais bon, là, il faudrait encore, tu vois, un alignement désastre. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des deux finales hommes et femmes, on va revenir au global sur cette US Open qui ne s'arrête pas que aux deux finales. Mais également sur les premières semaines, on a bien vibré, surtout côté français, avec des gars comme Bonzi, comme Rinderknecht, comme Hugo Blanchet, comme Manarino, qui nous ont fait vibrer toute la première semaine. Et pour Rinderknecht, même en deuxième semaine, en essayant de tenir la dragée haute contre un Carlos Alcaraz. Mais bon, Alcaraz injouable et futur vainqueur, donc on n'en veut pas à Arthur d'avoir déjoué. Mais ce qui est drôle, c'est que quand on va dire, nos têtes de liste, comme des Arthur Fils blessés ou des Mpetty et Péricard dans le dur actuellement, ou des Moutet par exemple qui était sur une très bonne dynamique mais qui a perdu très tôt dans le tournoi, bah on a nos vieux de la vieille qui sont toujours là, Manaeno, Bonzi, Derin Dortmund, même Hugo Blanchet qui lui est plus adepte du circuit Challenger qui est déjà un peu âgé. Il a quoi? Il a 26 ans. Alors bien sûr, il lui reste pas mal d'années sur le circuit normalement. Mais un Hugo Blanchet qui est sorti des qualifs, qui bat un Marozan, qui est un joueur quand même assez confirmé sur le circuit, et surtout Menchik au deuxième tour en 5-7, c'est quand même très beau pour lui. Enfin, le meilleur tournoi de sa carrière, pour le moment, à ne pas douter. Et puis surtout, il y a cette journée où du coup, il y a Blanchet qui bat Menchik en 5-7, il y a Rinderknecht qui bat Davidovich Fokina en 5-7, et Bonzi qui bat une nouvelle fois Medvedev en 5-7 dans un scénario totalement loufoque où Medvedev, sur la première balle de match, va chercher l'arbitre et le public. C'est sûrement l'image de la quinzaine après qu'un photographe soit rentré un peu trop tôt sur le terrain après la première balle manquée de Benjamin Bonzi. L'arbitre a demandé à ce qu'on rejoue une première balle, ce qui a permis à Medvedev d'imposer tout son cirque. Et donc, Bonzi laisse partir le troisième set, le quatrième set, mais il revient bien dans la cinquième manche. Enfin, une nuit complètement folle. Bref, et puis chez les dames, on a Diane Paris qui a bien marché et Caro Garcia qui a joué son dernier match euh, à l'US Open, qui ensuite a été remercié par la fédération des États-Unis. Et il y a Gilles Moreton aussi, président de la Fédération française, qui a fait le déplacement pour saluer toute la grande carrière de Caroline Garcia, du coup, qui a perdu au premier tour en 3-7 contre Rakimova. Alice, je sais que tu voulais dire un mot sur Caro, donc vas-y, je te laisse. Oui, c'était chouette aussi de voir qu'elle joue son dernier tournoi à l'US Open où elle a eu
ses meilleurs résultats en Grand Chelem, et puis aussi qu'elle soit reconnue pour tout ce qu'elle a fait pour le tennis français. On a tendance à l'oublier, mais au moins c'est vrai que enfin, on a tendance à l'oublier, je sais pas. On a tendance parfois à oublier parce que on n'a pas de. Et c'est plus général, hein, je dis ça plus généralement par rapport à nos Français ou nos Françaises. On se dit bon, on n'a pas de grand chelem, mais en même temps, c'était une belle occasion et je crois qu'on le fait de plus en plus et c'est vraiment chouette de reconnaître quand même les, euh, les grandes étapes des carrières de nos sportifs français dans le tennis. Et oui, il y a pas, ça fait plusieurs décennies qu'on attend cette victoire en Grand Chelem en simple. Mais dans ces moments-là, quand il y a une joueuse ou un joueur qui prend sa retraite, on a quand même le temps de se poser et de regarder toutes les autres choses magnifiques qu'ils ont réussi ou qu'elles ont réussi à accomplir dans leur carrière. Et ça a été le cas de Caro Garcia, et c'est bien que ça a été reconnu avec un déplacement, comme tu le disais, du président de la Fédération française, vraiment un temps où voilà, on a pu revoir aussi ses victoires. Et je dis pas de victoire en Grand Chelem en simple, et je le précise parce que Caro Garcia, c'est une carrière quand même immense, avec la Billie Jean King Cup, avec des victoires en Grand Chelem en double, et un Masters en simple. Donc c'est important de le reconnaître aussi. Et je pense que ce temps-là a été pris en première semaine, même si elle perd au premier tour. Ce temps-là a été pris et c'était très bien de le faire. En fait, je pense que ce que les gens comment dire, pensent avec Caro, bon, déjà indéniablement la meilleure carrière française chez les femmes des 15 dernières années, sans contestation possible. Mais c'est surtout que, un peu à l'instar d'un Gaël Monfils chez les hommes, c'est que la carrière est déjà très belle. Donc, tu l'as dit, Roland Garros en double, Master, Cincinnati et 4 double étamines, il me semble aussi avec des double étamines gagnés en Asie. Mais en fait, on en attendait tellement plus que, en fait, entre les attentes et ce qui s'est vraiment passé, même si c'est déjà bien, on sent qu'il y aurait pu y avoir encore mieux. Et notamment, moi, un grand chelem pour Caro Garcia. Et c'est comme avec mon fils, où sa carrière est déjà très belle, ancien top 10, une dizaine, quinzaine de titres. Mais il a manqué ce Master 1000 ou ce Grand Chelem, ou au moins une finale en Grand Chelem comme son gars, parce que lui aussi, mon fils, n'est pas tombé dans la meilleure des époques, ou en tout cas la plus facile, avec une époque remplie de fous, où même les seconds couteaux étaient injouables. Donc, mais il y a ce côté où ça aurait pu être encore mieux. Et je comprends ça, mais bon, pour revenir sur Caro, elle a une très belle carrière, pas mais un des meilleurs palmarès du tennis français. Malheureusement, bien sûr, il lui manque ce grand chelem pour pouvoir être dans la même cour qu'une Marie Pierce ou une Mauresmo, par exemple. Euh, mais voilà, enfin, ça reste une très belle carrière, une joueuse avec des hauts, enfin, avec des très hauts et des très bas. Une joueuse qui nous a quand même fait vibrer tout au long de sa carrière. Et donc, bon, on va quand même dire un grand merci à Caro pour toutes ces années. Euh, et sinon, plus globalement pour le tennis français sur cette US Open, je pense qu'il y a quand même de très bonnes choses à en tirer avec d'énormes perfs, que ce soit contre un Fokina, que ce soit contre un Menchik, ou que ce soit contre mince, un Ben Shelton, où Manarino a réussi à le battre, ou même Griekspoor au premier tour. Enfin, il y a des grosses perfs du tennis français sur cette US Open, et quand c'est mal, on critique souvent, mais quand c'est bien, faut également le dire. Mais non, non, on attend juste que nos fers de lance, que ce soit Hugo Humbert, Arthur Fils, Joe Mpetshi Perricard ou même un Corentin Moutet, se remettent bien comme il faut au niveau physique et ou mental. Et pour 2026, aille nous chercher des grosses perfs en Master 1000 ou en Grand Chelem. Sinon, on va terminer avec un petit tour du côté féminin, en parlant quand même de la demi-finale faite par une Naomi Osaka sur la très bonne voie de son retour.
Alice, je sais que c'est une joueuse que tu apprécies énormément. Est-ce que tu as un mot à dire sur elle? Oui, non, c'était chouette de l'avoir à ce niveau-là, retrouver son tennis. Bon, je sais pas si je lui pardonnerai plutôt de t'avoir remercié, félicité, pardon, pas remercié, mais félicité Victoria Mboko au Canada. Mais bon, on va passer sur ça. Mais ça reste quand même une joueuse dont j'apprécie le tennis et qui voilà, qui, je pense, apporte quelque chose d'un peu différent dans ce, dans ce monde-là. Et je dis pas ça que par rapport à son sens de la mode, mais qui apporte aussi quelque chose d'autre, qui, je pense, a ouvert un petit peu les portes sur penser à la santé mentale des joueurs. On sait qu'on en parle beaucoup maintenant, mais je crois que c'était une des pionnières là-dessus. Ça n'a pas toujours été bien reçu, donc c'est aussi pour ça que je l'apprécie et que j'aime la revoir au premier plan parce que je sais que ce sont des choses dont on va parler et qu'on va parler de. Alors certains vont dire et certaines vont dire oui, c'est en dehors du sport, en dehors du tennis, mais ça joue quand même un rôle dans la manière dont les joueuses peuvent aborder les matchs. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la voir là. Et sur sa demi-finale, effectivement, voilà, elle fait un très beau match contre Anisimova, ça passe pas loin, mais le reste du tournoi reste vraiment impressionnant. Je trouve qu'elle a été très solide contre Gauff aussi. C'était un des matchs que, que j'ai beaucoup apprécié regarder. Euh, et on se dit aussi que voilà, la revoir à ce niveau-là, ça va être intéressant pour la suite de la saison, mais aussi parce que bah, elle a l'air d'être contente d'être revenue à ce niveau-là et elle n'a pas du tout donné des signes, même si voilà, Naomi Osaka reste imprévisible. Elle n'a pas l'air de dire qu'elle va raccrocher la raquette de sitôt, et ça c'est aussi une bonne nouvelle pour le tennis. Ouais, avec du coup avec son gros parcours à l'US Open, où elle bat notamment Kasatkina, Coco Gauff ou Mustrova en quart de finale. Elle est revenue dans le top 15 mondial. Maintenant, elle est Mhm. 14e mondiale. Et en soi, on va dire, jusqu'à la 11e place, ça se tient dans un mouchoir de poche. Après, il y a quand même une petite barrière avec, pour elle, 1400 points d'écart pour en rentrer dans le top 10. Mais comme elle n'a pas de points à défendre sur la fin de la saison, elle va pouvoir potentiellement peut-être essayer de faire une percée dans le top 10. Ou au-dessus d'elle, du coup, il y a Svitolina, Tozen, Alexandrova et Rybakina en 10e place. Donc, à voir ce qu'elle prévoit de faire pour la fin de la saison, parce qu'il reste quand même chez les femmes 3 WTA 1000, non 2. Il reste Ouais. Benjin, Wan. Et oui, parce que Guadalajara a été rétrogradé en 500. Donc oui, il reste deux WTA 1000 et le Master, même si je pense que le Masters, elle y est pas du tout. Mais bon, il y a encore deux gros tournois à aller jouer en Chine. Donc à voir ce qui se passe là-bas selon ses performances. Sur ce, on va conclure ce Kiss My Ace pour enfin, spécial US Open. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire les gros moments qui vous ont marqué pendant cette quinzaine à Flushing Meadows et aussi qui est-ce que vous voyez performer sur la fin de la saison sur les derniers Master 1000 et Master qui arrivent. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve très vite pour débrief l'actu tennis sur le média Jeu Blanc. Bonne journée à vous et à la prochaine. Salut!